Guy Sormand va venir s'asseoir avec nous. Vous avez toujours défendu, je le disais, le capitalisme et les capitalistes dans vos livres. J'en citerai 3 parmi les plus récents. L'économie ne ment pas. Vous expliquez que l'économie n'est pas une opinion, c'est une science. Et c'est pour ça, d'après vous, qu'elle a toujours progressé plus vite que la politique. Il y a aussi Wonderful World et Journal d'un optimiste, qui sont vos chroniques de la mondialisation écrites entre 2006 et 2011. Pour vous, le capitalisme ne mérite pas une bonne correction et en revanche, j'imagine que tout ce que vous avez entendu vous a donné envie de réagir. Oui, je n'ai pas trop souffert parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que vous avez l'un et l'autre créé une sorte d'épouvantail idéologique qui s'appelle le capital, mais je ne sais pas très bien ce dont il s'agit et de qui il s'agit. Et à vous écouter, il y a une espèce de personnage obscur ou de force obscure qui manipulerait la planète. Je ne sais pas de qui on parle. Si je regarde la France, à un moment donné, vous avez dit les néolibéraux sont très forts pour manipuler le vocabulaire. Je trouve assez bon également pour manipuler le vocabulaire. Parce que vous utilisez tous les deux d'ailleurs le terme de capital et capitaliste. Moi, j'utilise le terme d'économie de marché et d'entrepreneur. Alors, qui manipule le langage? C'est vous ou c'est moi? Je serais tenté de dire un peu tous les deux. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, et ça c'est mon côté libéral, c'est-à-dire que tout le monde a un peu raison. Ce que vous dites est un peu vrai, mais ça n'est pas totalement vrai. Si on regarde un pays comme la France, bon, en gros, à la louche, un quart des Français travaillent dans le secteur public, donc échappent, je dirais, à la loi du capital ou de l'économie de marché. Une moitié de Français travaillent dans des toutes petites entreprises. On ne peut pas vraiment dire, sauf exception, qu'on est dans des rapports de force. Je crois que les destins du salarié et du patron sont quand même plutôt liés. Et puis vous avez une dernière partie qui, dans les grandes entreprises, entre dans le modèle que vous décrivez. Mais le modèle que vous décrivez, c'est une toute petite partie de ce modèle. Donc je crois que vous réduisez l'ensemble de la réalité à une figure unique, diabolique, indéfendable. Parce que qui va défendre le capital, les capitalistes, surtout qu'on ne les définit pas. Bon. Donc ça m'a beaucoup choqué, ce jeu sur le vocabulaire. Vous nous avez un peu roulé dans la farine par le vocabulaire. Bon. L'autre, alors là, absence dans le discours, c'est tout ce qui concerne la croissance. C'est-à-dire que vous considérez l'un et l'autre, me semble-t-il, hein, comme ça superficiellement, je sais que ce n'est pas vrai parce que je vous ai lu, mais à vous écouter, on a le sentiment que la croissance est une donnée, c'est fixe. Et la croissance n'est pas une donnée fixe, c'est-à-dire que la croissance exige des circonstances et des principes qui ne sont pas toujours moraux. Je ne prétends pas que l'économie soit morale. Je ne prétends pas que l'économie de marché soit morale. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de produire des richesses et de produire une immense classe moyenne à l'échelle mondiale, ce qui s'est quand même produit depuis 25 ans. Donc là, je trouve que vous êtes un peu méprisant envers ce que vous appelez le capitalisme, moi ce que j'appelle l'économie de marché, et un peu méprisant vers ses résultats. C'est-à-dire que, dépassons les frontières de la France et de l'Europe, le monde a été transformé depuis 25 ans grâce à ce que vous n'aimez pas, l'européanisation, la mondialisation, les échanges et le remplacement de l'État totalitaire du type soviétique ou chinois par le monde de l'entreprise, aussi imparfait soit-il. Donc mes deux principales critiques, encore une fois, c'est que vous faussez le débat par le vocabulaire, vous inventez un épouvantail pour mieux le transpercer, et vous oubliez totalement que ce qui change notre vie, en particulier des plus pauvres, bah oui, plutôt en bien, globalement. Le problème de l'économie, c'est qu'on raisonne toujours globalement. Voilà, c'est un petit peu la limite. Ouais. Mais globalement, c'est plutôt en bien. Nous vivons mieux, nous vivons plus longtemps, et grâce à cet objet, à ce système totalement imparfait, je suis prêt à partager toutes vos critiques sur les inégalités, les rapports de force. Cet objet n'est pas un objet moral, il est le produit, non pas de la nature, il est le produit d'une histoire, qui a généré petit à petit un système auquel la planète s'est ralliée. Et je crois que la planète ne s'y est pas ralliée sous l'emprise de ce diablotin non nommé, le capital, qui vous manipule, il s'y est rallié du fait même de l'expérience.
toute dernière observation, et je me tais. Non, mais je vous redonnerai la parole après. Ah, mais je sais, mais on ne sait jamais. On sait jamais. Quand on l'a, il faut pas lâcher. C'est comme le ballon. Vous savez bien. Oui, lâchez pas le ballon. La dernière, vous avez fini par me la faire oublier. La dernière, c'est que vous avez, me semble-t-il, aussi une vision un peu fixiste de la société. C'est-à-dire que vous présentez le capital, les capitalistes, comme une sorte d'aristocratie immuable. Or, c'est vrai dans votre livre d'ailleurs, vous dites que cette aristocratie du capital, du patrimoine, des rentiers, et il n'y a pas de pire ennemi de l'économie de marché que le rentier. Là-dessus, on est d'accord. Mais la rente, elle est détruite, vous dites, par la guerre, et surtout réduite par l'innovation. C'est-à-dire que celui qui est au sommet de la hiérarchie économique un jour se trouve le lendemain en bas de la hiérarchie économique. Et puis les capitalistes modernes, et là je finis, les capitalistes modernes sont les entrepreneurs qui ont changé notre vie. C'est-à-dire vous prenez Bill Gates, qui est évidemment l'exemple type parce que c'est l'homme le plus riche du monde, il a une fortune indécente, mais grâce à lui, nous avons tous accès à nos ordinateurs. Il a créé un logiciel, il a changé notre vie. Il n'a pas inventé les ordinateurs, Non. pas non plus. Oui, il y a un peu un délire quand même sur... Thomas, j'ai pas dit qu'il a inventé l'ordinateur, j'ai dit qu'il nous a permis d'accéder à l'ordinateur. Vous savez, il y a des milliers de chercheurs qui ont inventé les circuits électroniques, qui ont permis d'inventer les ordinateurs et qui n'ont pas breveté toutes leurs connaissances. Bill Gates, je ne dis pas qu'il n'a rien inventé, il a aussi inventé des choses, mais après, il y a aussi une captation, dans certains cas par un pouvoir de monopole, des brevets qui durent un peu plus longtemps que ce qu'il faudrait. Oui. Et puis il y a aussi beaucoup de milliardaires. Vous savez, vous regardez Carlos Slim, mexicain, bon, il n'a pas inventé le téléphone portable, simplement il est devenu propriétaire d'une grande partie du secteur des téléphones. C'est le type même du rentier. C'est pour ça que l'économie de marché, les détenteurs de ressources naturelles en ex-Union soviétique, vous savez, ils n'ont pas inventé le pétrole ou le gaz. Hein, vous appelez ça le capitalisme, vous appelez ça comment? Bah, ça fait partie du capitalisme. Non, c'est l'oligarchie. Oui, mais vous pouvez pas prendre juste ce qui vous arrange, le sympathique, innovateur. Non, mais attendez, parce que la réalité, elle est plus compliquée. Mais non, mais rien ne m'arrange. La réalité est complexe. Je suis le premier à le reconnaître, à condition que vous la reconnaissiez également. Et il n'y a pas d'économie de marché qui fonctionne sans combat. À la fois le combat des mouvements sociaux, mais le combat des États, le combat démocratique. Parce que là, à vous écouter quelquefois, on a l'impression que la redistribution n'existe pas. Or, l'économie de marché est devenue supportable, je dis supportable, je ne l'idéalise pas, parce que les revenus sont massivement redistribués, et je trouve ça très bien. Oui, mais ça, c'est remis en cause par la concurrence fiscale entre États. Quand on arrive dans une situation où les plus grandes sociétés multinationales paient un taux effectif d'imposition qui est plus bas que celui des petites et moyennes entreprises, et là, vous avez quand même une remise en cause. Au-delà, c'est plus qu'un truc technique, c'est aussi le contrat social qui lie les citoyens d'un pays. Bah, quand même, ça se base sur l'idée qu'on paye tous beaucoup d'impôts pour financer un système social. Si vous arrivez dans une situation, et il y a un risque aujourd'hui sérieux, en Europe, mais dans d'autres parties du monde aussi, où les excès de concurrence entre pays conduisent à une disparition de certaines D'où votre idée d'impôts progressifs. d'établir un impôt sur le patrimoine qui serait mondial. Oui, enfin, ce serait le moyen de remettre les... Oui, enfin, on ne va pas attendre d'avoir un gouvernement mondial pour faire quelque chose, parce que sinon on risque d'attendre longtemps. Hein. Donc il faut le faire ici et maintenant dans chaque pays. D'abord, il y a des combats à mener entre pays. Vous voyez, c'est pas normal dans le cas de l'Europe que pour qu'on renonce finalement un tout petit peu au secret bancaire suisse, il ait fallu attendre des sanctions venant des États-Unis d'Amérique. Est-ce que j'ai le droit d'être d'accord avec Thomas Piketty? J'ai le droit, de temps en temps. Non, parce que sur ce point, ce que je trouve, je ne sais pas s'il y a indécent est le terme, parce que vous posez toujours les problèmes en manière éthique. Bon, ça c'est un peu la tradition française, mais je dirais de manière plus technique. L'indécence, pour reprendre votre terme, c'est que les pouvoirs politiques sont nationaux alors que l'économie est mondiale. Et qu'au minimum, l'Europe devrait être un modèle, et que je trouve indécent et choquant qu'on puisse franchir la frontière belge pour échapper à l'impôt sur le patrimoine, par exemple. Que l'Europe montre déjà. Alors, vous le dites vous-même dans votre livre, l'impôt mondial sur le patrimoine, c'est une utopie à très long terme. Faisons-le déjà au niveau de l'Europe et je vous rejoins. Alors, juste, je donnerai la parole à Frédéric Lordon, mais une note d'humour. L'impôt mondial sur le patrimoine que vous avez imaginé dans votre livre, Le Capital au XXIe siècle, vous n'êtes pas le premier à en avoir eu l'idée. Le premier, je l'ai retrouvé, c'est Fantomas. En 1966, regardez, lui aussi, il a inventé l'impôt sur le patrimoine. J'ai adopté ce slogan, trop galvaudé par les démagogues. Faire payer les riches. Je vais leur faire payer un impôt sur le droit d'être vivant. Quoi?
N'ai-je pas le droit de vie et de mort sur vous? C'est-à-dire que... Mais c'est tout comme. Oui, bien sûr. J'ai donc organisé un système personnel de contribution directe. C'est un bureau de perception destiné à prélever parmi les trop favorisés de ce monde un impôt sur le droit de vivre. Voici une déclaration déjà remplie à votre nom. Vous n'avez qu'à signer. Ah ben, naturellement, j'accorde des facilités de paiement. Je peux, à votre choix, vous imposer pour 2 ans, 1 an, 6 mois. Seulement, un impôt par tranche de 6 mois à la longue deviendrait fastidieux et puis cela vous coûterait une fortune. Non, non, non. Non, étant donné votre bonne santé et votre situation financière exceptionnelle, la formule la plus pratique et la plus économique est indéniablement le forfait. Le forfait? Oui, 3 milliards ou 6 millions de dollars. Et vous n'entendrez plus jamais parler de Fantomas. 6 millions de dollars, mais c'est une fortune. Au prix actuel de la vie, c'est donné. Thomas Piketty, c'est lui qui vous a inspiré? Non, non, j'avais jamais vu ça. Non, mais écoutez, moi je pense qu'on peut, on peut faire des progrès, c'est le moins qu'on puisse dire en Europe. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation où on parle beaucoup, on dit en permanence qu'on résout les problèmes de paradis fiscaux, tout le monde est pour, même Guy Sormand, mais sauf qu'en fait, on ne fait rien en réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le système institutionnel européen lui-même, constitutionnel presque, qui l'empêche. C'est-à-dire que quand on érige en principe quasi constitutionnelle la règle de l'unanimité sur les questions fiscales, ça veut dire que dès le départ, un pays comme le Luxembourg ou chaque autre pays peut dire « Ah très bien, parlez autant que vous voulez, mais nous, dans notre coin, on fera autre chose et vous ne pourrez rien dire ». Donc tant qu'on n'a pas la possibilité sur un plus petit noyau de pays de pouvoir prendre des décisions à la majorité, il n'y a juste aucune chance que cela change. Et donc, il faut aller, c'est une question, vraiment, les institutions démocratiques, ou plutôt l'absence d'institutions démocratiques au niveau européen, qui produit cette situation. Frédéric Lordon, qu'on n'a pas entendu. Oui, non, mais en réalité, on peut toujours invoquer des solutions européennes, ou alors quand on a plus d'ambition, carrément des solutions mondiales, etc. À ceci près qu'il faut se poser la question de leurs conditions de possibilité. Je veux dire, pour que des institutions soient efficientes, il faut qu'elles soient adossées à des communautés politiques constituées. C'est de ces communautés politiques constituées, c'est de cet adossement que des institutions tirent leur force exécutoire. C'est bien parce qu'il n'y a aucune communauté mondiale, par exemple, que l'ONU est une institution sans force. Et c'est bien parce qu'il n'y a aucune communauté politique mondiale véritable que l'impôt mondial sur le capital en Europe. Est une vue de l'esprit. Alors, comme tu as d'ailleurs l'honnêteté de le reconnaître. En Europe, mais des raisons très profondes également s'opposent à ce que, pour l'heure, une communauté politique véritable, européenne, intégrée, constituée, soit à l'œuvre. Ça, c'est très conservateur de dire non, ça. Non, non, pas non. Laissez-le terminer. Un instant. Il faut se rendre compte que une démocratie européenne instituée n'est pas seulement l'effet d'un jeu de mécanos constitutionnels formels. Les constitutions sont des dispositifs formels, mais qui requièrent un certain nombre de conditions de possibilité, et en particulier le fait qu'il existe un sentiment commun d'appartenance qui permette de rendre opératoire la loi de la majorité. La loi de la majorité, c'est que lorsqu'une minorité a le dessous, elle s'y plie, n'est-ce pas ? Il faut que le sentiment... Il n'y a rien de naturel dans ce sentiment d'appartenance. Mais ça se construit historiquement. Oui, voilà, absolument. Mais ne soyons pas conservateurs. Non, mais il s'agit ni d'exclure qu'un sentiment d'appartenance européen se constitue, ni de le présupposer déjà là. Voilà, il faut se situer quelque part entre les deux. Avançons donc. Oui, mais avançons, mais je veux dire, l'appartenance politique est quelque chose qui ne se décrète pas. Ce n'est pas l'effet d'un constructivisme comme ça. Voilà. Les communautés politiques sont des productions d'une histoire longue. Comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre, qui est très intéressant, vous dites qu'il n'y a pas de sentiment naturel de proximité des gens de l'Île-de-France par rapport aux gens du Limousin. C'est quelque chose qui se construit à travers des institutions, des règles. Et bien moi je pense qu'entre des jeunes Portugais ou des jeunes Grecs ou des jeunes Italiens ou des jeunes Français, il est possible de développer par de meilleures institutions un sentiment et une existence effective de solidarité. Et c'est pour ça que les institutions sont importantes. Et la façon dont on organise... Donc, moi, la seule chose avec laquelle je me sens en désaccord avec vous, c'est que je trouve trop pessimiste. C'est-à-dire que vous dites, on ne peut pas, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, et quelque part, c'est presque une vision de la nation assez conservatrice, où on ne peut rien, on peut pas dépasser. Je pense qu'il est possible de la dépasser, et dans tous les cas, il faut essayer. Et mettre des propositions sur la table, constater éventuellement que certains pays n'en veulent pas,
Mais tant qu'elles ne sont pas là, conclure que tout ce qu'on peut faire, c'est sortir. Sortir de l'euro, en sortir de l'euro, sortir de l'Europe. l'Europe. Je trouve que c'est quand même très pessimiste, sans même avoir Oui. fait des propositions Non. permettant de voir si, Non. avec les Italiens, les Grecs, Non, les Portugais, il on faut- peut. Là, il parle de la malfaçon hein, quand il cite votre livre. il faut poser le problème complètement. L'histoire atteste qu'on a pu faire des peuples de peuples, que des peuples ont pu se rassembler pour faire des peuples de rang supérieur. Toute l'histoire de l'unification allemande, de l'unification italienne et même de la formation de la nation française est là pour en témoigner, n'est-ce pas? Mais il faut voir selon quel processus. Ces unifications nationales se sont faites sous l'égide d'un constructivisme étatique, car c'est l'État qui a été l'instituteur et le constructeur de la nation, qui a recouru à des procédés extrêmement brutaux. C'est-à-dire, pour rassembler de l'hétérogène dans une communauté politique à peu près homogène, on a passé le bulldozer sur toute une série de diversités linguistiques, culturelles, métrologiques, etc., etc. Et ça a été des processus extrêmement violents en vérité. Le constructivisme étatique de la nation est violent. Et il a procédé par des moyens qui ne nous sont plus accessibles, Dieu merci. Là, vouloir faire une monnaie sans État, c'est encore plus violent. Une seconde. Il faut donc se poser la question des ressources politiques par lesquelles on pourrait constituer un peuple européen. Et il faut surtout se poser la question pratique de savoir à quel horizon temporel. Nous avons une expérience en cours historique dont je ne connais pas exactement les résultats, même si je suis plutôt pessimiste, qui est l'expérience grecque. Je veux dire, le peuple grec est dans l'urgence, il est dans l'urgence humanitaire. On ne va pas lui reprocher de céder au repli nationaliste s'il entreprend de sortir de l'euro, ce qui n'est pas acquis d'ailleurs, mais s'il l'entreprenait, on ne pourrait pas lui faire ce reproche au motif qu'il ne jouerait pas le jeu européen, de la constitution du peuple européen, etc. etc. Donc c'est une bien belle chose d'en appeler à la constitution des communautés européennes, mondiales, etc. Mais la question c'est dans quel horizon temporel? Alors en général, les gens qui soutiennent ce genre de position sont parfaitement installés dans leur situation matérielle et ils ont le temps d'attendre que le processus prenne 20, 30, 50 ans. Ça ne leur pose pas de problème. Je voudrais simplement rappeler le tragique destin de l'Europe sociale. Ce grelot qu'on nous agite sous le nez depuis maintenant bientôt 25 ans. Bon, je veux dire, l'Europe sociale est un truc qui a été définitivement rangé au magasin des accessoires et plus personne n'entreprend de la sortir car il se couvrirait de ridicule. Et ça montre bien, l'Europe sociale, c'est même pas la communauté politique européenne intégrée, n'est-ce pas? C'est bien moins ambitieux et ça n'a même pas réussi à voir le jour. Donc il faut se demander pourquoi et il faut tenir en compte que certaines populations n'ont plus le temps d'attendre. Il y a des peuples qui ont été, il y a des peuples, je vous rends la parole, hein, mais il y a des peuples qui ont été économiquement persécutés en Europe. Les Portugais, les Irlandais, les Espagnols, les Grecs, etc. Et qui n'ont pas le temps d'attendre. Alors il faut les laisser jouer les cartes qu'ils ont à leur disposition. Non, Thomas Piketty dit que vous êtes pessimiste. Moi, je vous trouve même franchement réactionnaire. Que vous en êtes. Non, vous êtes comme une grande partie de l'extrême gauche. Vous dites très justement que historiquement, les nations se sont construites par la force, c'est l'État qui a imposé la nation, j'entends bien. L'originalité de l'Europe, c'est qu'elle s'est construite sur le refus de la violence. Et je crois que vous sous-estimez deux choses. La première, c'est que les jeunes Européens de moins de 30 ans se sentent européens. C'est-à-dire que vous vous interrogez autour de vous, vous lisez les sondages. Cette notion d'identité européenne chez les jeunes s'est imposée assez rapidement et vous interrogez les jeunes, ils vous disent « je suis français, je suis européen », ils ne voient pas de contradiction. Donc l'Europe est fondée sur le refus de la violence. Ça, c'est tout à fait nouveau. Par ailleurs, l'Europe que vous critiquez, manque d'Europe sociale, manque de démocratie, etc., c'est comme l'économie de marché, c'est très imparfait. Il n'empêche que si vous sortez de l'Europe, l'Europe est considérée comme un modèle, comme une espèce de miracle historique de peuples qui se sont entre-déchirés pendant 1000 ans et qui tout d'un coup sont capables de vivre ensemble. Donc ce modèle doit être perfectionné. Et ceci est possible, mais à condition de ne pas tenir un discours fixiste, là aussi comme en économie, mais un discours, volontariste, le mot, on en abuse, mais pour notre génération, l'Europe est notre seule utopie. C'est notre seule utopie raisonnable, c'est notre seule utopie sérieuse et c'est la seule que nous pouvons réussir. Mais vous poursuivez des utopies aux frais d'autres personnes. Mais attendez, mais oui, aux frais d'autres personnes. Mais aux frais de qui? Aux frais de toutes les populations qui souffrent l'état présent de la construction européenne. Non, mais attendez, je suis quand même pas responsable de l'incurie et de la corruption du gouvernement grec, de l'incurie et de la corruption de l'Église orthodoxe grecque,
qui ont l'un et l'autre pillé le peuple grec. Ça n'est Moi, pas- je suis tout à fait du côté du peuple grec, à condition que l'on fasse rendre gorge à des gouvernements corrompus et une église orthodoxe qui possède la moitié du pays et qui ne donne rien au peuple grec. Je ne veux Alors pas- parlons des mais choses non. vraies. Les Grecs ne sont pas victimes de l'Europe, ils ne sont pas victimes de l'Allemagne. Mais bien sûr, ils sont, pas ils sont, victimes de l'Europe. ils sont, ils sont, C'est une- mais ils c'est sont une plaisanterie, victimes monsieur de leur Sormand. oligarchie. Mais Moi, non. c'est une plaisanterie. Mais oui, je dirais. mais c'est une plaisanterie, monsieur Sormand. Allons en Grèce tous les deux, Oui. allons regarder ce qui Écoutez, se passe, voilà, allons voir qui est riche en Grèce. allons-y chacun de notre côté. Bon. Est-ce que les armateurs grecs payent de l'impôt en Grèce? Non. Est-ce que l'Église orthodoxe paye de l'impôt en Grèce? Non. Il n'y a que les classes moyennes et les pauvres qui sont appelés à payer l'impôt en Monsieur Grèce. Sormand, que la situation grecque ait à voir avec un certain nombre défectuosités patentes, par exemple de l'appareil de prélèvement de C'est l'impôt. pas des défectuosités. Mais oui, Le peuple est volé par sa l'administration- propre oligarchie. Oui, mais Donc alors ça, si n'accusez vous pas voulez- Il y a l'Europe et beaucoup l'euro. d'hypocrisie quand même, parce que les si vous banques voulez, ça, françaises ça, et les c'est banques votre- allemandes sont très contentes de recevoir dans leur coffre les comptes de Mais ces riches Thomas, armateurs grecs Thomas, sans Thomas, ensuite alors- aider l'administration Thomas- grecque. Donc on dit aux Grecs, allez-y, modernisez vos impôts. C'est très bien, Non, non, mais sauf que par derrière... que les banques Oui, françaises. mais c'est aussi le gouvernement français, Que le les banques gouvernement françaises, allemand, non, mais que les qui banques ne françaises laissent ont mis pas les, le gouvernement grec non, à mais faire que ça. les banques françaises ont mis les mains dans le pot de Par miel ailleurs, et ont non, mais- été complices de cette corruption. Par ailleurs, Tant sur pis la, pour crise, elles. sur la crise de la dette en Grèce, il faut quand même, Ouais. il y a quand même quelque chose d'incroyable, une amnésie historique quand même de la part de l'Allemagne et Amnésie, aussi de la c'est du France, grec. qui consiste à dire vous allez repayer pendant 20 ans, pendant 30 ans un excédent budgétaire invraisemblable, alors que la France et l'Allemagne sont deux pays qui, après la Seconde Guerre mondiale, n'ont jamais repayé leur dette publique. Et on s'en est débarrassé soit par l'inflation, soit par des annulations de dettes purement et simplement. Et maintenant, ce sont ces mêmes pays qui vont expliquer à l'Europe du Sud ah non, inflation zéro, aucune annulation de dette, il faudra repayer pendant 30 ans. Le plan actuel européen vis-à-vis de la Grèce, qui est toujours en vigueur, et que personne n'accepte à Berlin, à Paris, à Bruxelles de renégocier. Officiellement, les Grecs sont censés avoir un excédent budgétaire de 4% du PIB, ce qui est absolument gigantesque. À nouveau, le budget total de toutes les universités, c'est à peine 1% du PIB. On est censé avoir cet excédent de 4% du PIB pendant des dizaines d'années pour nous rembourser, nous. Mais les jeunes Grecs, ils ne sont pas plus responsables de tout ça que les jeunes Limousins, les jeunes Bretons, les jeunes Français. Donc cette idée qu'on va passer des décennies à les faire payer, mais c'est totalement absurde. Donc on sait que ça ne va pas se produire et en même temps on refuse. Et le gouvernement allemand actuellement a une très lourde responsabilité, mais le gouvernement français a une très lourde responsabilité également. Et donc voilà, c'est un peu facile de juste dire les armateurs grecs. Et deux choses. Bon. Et on en finira avec la Grèce. Après. Oui, on en vient avec la Grèce. Mais bon, un mot, moi je suis tout à fait d'accord sur votre analyse. Ce que l'on demande à la Grèce est impossible et indécent. Mais il n'est quand même pas interdit que les Grecs se posent la question, encore une fois, du pillage de la Grèce par leur propre oligarchie. La pose. Le gouvernement qui vient de délire se la pose. Sur l'Église orthodoxe, c'est pas très clair. Deuxième point, je ne comprends pas l'obsession en Europe, peut-être imposée par l'Allemagne, j'en sais rien, sur ce déficit budgétaire à 3%. Pourquoi 3%? On ne sait pas. Ce chiffre a été lancé complètement par hasard il y a des années parce qu'il fallait un chiffre. Et le déficit budgétaire n'est pas, en tout cas pour un pays comme la France, ce n'est pas un problème majeur. Le problème majeur, c'est celui de la croissance et du plein emploi. Moi, je me fiche totalement du déficit budgétaire. Aussi longtemps, d'ailleurs, qu'on peut s'endetter sur le marché mondial et des taux d'intérêt négatifs, pourquoi ne pas en profiter? Donc là, il y a une espèce de dérèglement de la pensée économique. Et si je peux alors revenir en arrière, parce qu'il y a un truc que vous avez failli me donner un urticaire, quand vous avez dit, même Sormand est d'accord pour une réglementation au niveau européen contre la rente, en gros, contre l'abus de position dominante. Le fondement, vous le savez très bien, de l'économie de marché depuis Jean-Baptiste Say, c'est de lutter contre les rentiers. C'est la glorification excessive de l'entrepreneur contre les rentiers. Les libéraux français du XIXe siècle, ils ne voulaient pas de l'impôt sur le revenu, et c'est uniquement avec la loi du 15 juillet 14 pour financer la guerre contre l'Allemagne que ça a été voté. Donc, le concept n'existait pas. Les Américains, je crois qu'ils l'ont inventé les premiers d'ailleurs. Même les Britanniques pays capitalistes, nous, on est les derniers à non, l'avoir. je veux dire simplement que l'économie de marché, elle est fondée, comme vous le savez, sur la destruction créative, le principe de Schumpeter, l'innovation, l'entrée constante des entrepreneurs nouveaux sur le marché. Et moi, mon combat intellectuel très très modeste, si vous voulez, c'est de lutter contre l'abus de position dominante et de permettre justement à l'augmentation constante du nombre d'entrepreneurs pour avoir une rotation sociale et pas une oligarchie qui s'installe. Alors justement, puisqu'on s'achemine vers la fin de cette émission, Guy Sormand, si vous deviez corriger le capitalisme, un tant soit peu, ce serait quoi, vous, aujourd'hui ?
tel qu'il existe aujourd'hui. Être beaucoup plus sévère sur les abus de position dominante, c'est-à-dire sur les grands groupes, si vous voulez, qui abusent de leur pouvoir. Par Et à exemple. cet égard, prenons Microsoft et Google. C'est très intéressant de voir que l'Union européenne est beaucoup plus sévère contre ces deux entreprises, d'ailleurs, qui abusent de leur position, que le gouvernement américain. Donc il faut aller dans cette direction. Et il faut permettre la multiplication du nombre des entrepreneurs. Aujourd'hui, il est extraordinairement difficile d'entrer sur le marché. Le marché est bloqué par de très nombreuses réglementations, par une administration pleine de bonne volonté, mais qui ne se rend absolument pas compte qu'elle est destructrice d'emplois. Et elle est bloquée quelquefois par une alliance entre les gouvernements et ces grands groupes, parce qu'avoir des grands groupes multinationaux, depuis Pompidou, c'est chic. Donc voilà, c'est l'économie de marché, c'est le soutien et la multiplication de l'esprit d'entreprise et du petit entrepreneur, qui parfois deviendra gros d'ailleurs. Frédéric Sordon. On est débordé par le flot de tout ce qui vient de se dire. On sait Ah, pas vous par charriez. Non, je vous assure, on ne sait pas par quelle boule attraper. Il aurait fallu revenir sur la Grèce, votre émerveillement sur les splendides réussites de la construction européenne, etc., etc. Mais en réalité, on voit bien que vous ne pensez l'économie que dans une certaine direction qui a à voir avec une certaine définition de l'économie comme système de marché. Comme système de marché. En croissance après, c'est une propriété. Non, mais c'est une propriété dérivée. Je veux dire, vous voyez, la manière dont on construit son objet intellectuel est décisive quant à ce qu'on va être en mesure de penser. Il y a plusieurs manières de définir l'objet de l'économie. Vous pouvez la définir comme système de marché, et dans ce cas-là, vous tirez comme le fil de la pelote tout le discours de la science économique. Entendez mes guillemets, car pour soutenir que l'économie est une science, il faut vraiment avoir bonne vue et un sacré moral. Ou vous avez une autre manière. Travaillez beaucoup. Non, ça, bon, enfin, laissons ça de côté. Il y a une autre manière de définir l'objet de l'économie qui est de la définir comme mode de production capitaliste. Alors, mais ça, c'est tout autre chose. Ça fait dire de tout autre chose. Alors, évidemment, vous, à partir du moment où vous avez adopté la perspective de l'économie, du système des marchés, vous êtes pour qu'on accroisse toutes les marges de manœuvre de ces pauvres gens qu'on appelle les patrons, comme s'ils n'en avaient pas déjà suffisamment. Vous nous présentez comme étouffés de contraintes, etc., alors même qu'en longue période, enfin depuis 3 décennies, le système des contraintes qui pèsent sur l'entreprise n'a pas cessé de s'alléger, depuis les contrats de travail, les libertés d'organisation productive, etc. Mais il n'y en a jamais suffisamment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La liste de Noël des capitalistes est sans fin. On n'en verra jamais le bout. Celle du MEDEF. Oui, mais non, mais celle de... Alors, croyez-moi. Celle du MEDEF qui représente le capitalisme, mais pas les entreprises. Mais bien sûr que si. C'est Jean-François Roubaud, le patron de la CGPME, qui a donné alors le nec plus des exigences du capital. Il a dit: nous voudrions des preuves d'amour. Vous voyez, représentativité nulle. Vous voyez, en plus les déductions, les exonérations, etc., maintenant, pour que ces gens-là daignent investir et embaucher, etc., il leur faut des preuves d'amour. Vous voyez, et c'est dans ces mains-là que sont remis les destins de toutes les personnes qui composent la population salariée et la population active. C'est tout simplement de la folie. Non, la folie. Non, le grand malentendu, je reviens sur le MEDEF parce que tout le monde connaît, c'est de croire que le MEDEF représente les entreprises françaises. Il représente quoi? Il représente le CAC 40, quoi, en gros. Les monopoles, les entreprises qui refusent la concurrence, celles qui vont se déplacer pour éviter l'impôt, et le gouvernement socialiste, mais je crois que c'était pareil avec le gouvernement précédent, négocie avec l'oligarchie capitaliste, là je suis prêt à utiliser ce terme, en imaginant que c'est ça le monde de l'entreprise, alors qu'on sait que ces gens-là ne créent pas un emploi en France. Alors Thomas Piketty, même question. Qu'est-ce que vous corrigeriez, vous, là, tout de suite? Oh, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau national. Je pense qu'on a besoin de sortir d'un régime en Europe là, qui a organisé l'austérité d'une façon terrible. Vous savez, quand on fait la comparaison avec ce qui s'est passé aux États-Unis sur les 5 dernières années, c'est quand même dramatique. Le taux de chômage était le même aux États-Unis en zone euro il y a 5 ans. Or là, le chômage a explosé en zone euro, il a chuté aux États-Unis. Donc maintenant, on nous explique mais le problème, c'est les rigidités en Europe, il faut libéraliser le marché des autocars, tout ça. Bon, c'est très bien, c'est sans doute très utile de libéraliser les autocars, mais c'était déjà comme ça il y a 5 ans. Donc c'est pas ça qui explique que le chômage ait explosé en zone euro et chuté aux États-Unis. Donc ce qui explique ça, c'est qu'on s'est enfermé dans ce dogme
de l'équilibre budgétaire, du retour très rapide à l'équilibre budgétaire. Résultat, on a tué la croissance. Et moi, je suis convaincu que ce qu'il faut faire aujourd'hui, l'urgence, c'est qu'enfin le gouvernement français et le gouvernement italien reconnaissent que les nouveaux traités qui ont été adoptés en Europe en 2012 et qui ont organisé cette austérité budgétaire, eh bien, ces traités ont été un échec. Et le plus tôt on le reconnaîtra, le mieux ce sera. Mais Thomas, ces dispositions changer. budgétaires ont reçu un caractère quasi constitutionnel parce qu'elles sont inscrites dans des traités. Sauf que les traités, ils sont changés tout le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on les change tout le temps. Ils sont changés tout le temps, mais tout le temps pour le pire. Là, on en accroît systématiquement la logique. C'est pour ça qu'il faut se mettre des propositions sur la table pour les changer pour le mieux. Voilà. Non, mais ça, si tu veux, c'est une bonne parole qui ne peut recevoir que d'accord. Mais il faut examiner les conditions concrètes de cette mise des propositions sur la table. Qui a exigé cette anomalie politique de première grandeur qui a consisté à constitutionnaliser dans les traités des dispositions substantielles de politique économique. Qui l'a exigé? Sur l'impôt, sur les déficits budgétaires. Sur le déficit budgétaire, le statut de la Banque centrale, ses missions, le rapport au marché financier, le régime de la concurrence, etc. Toutes les grandes dispositions de politique économique sont intouchables. Elles ont été soustraites à la délibération politique ordinaire. Et le Parlement européen ou le Parlement de l'euro que tu voudrais faire surgir que tu appelles de tes vœux, n'y pourrait rien. Il y a un pays en particulier qui n'est pas décidé à revenir sur cette organisation-là de l'Union européenne, c'est l'Allemagne, et pour une raison très très simple. C'était sa condition sine qua non pour entrer dans le contrat de la monnaie unique, car elle voulait à tout prix éviter l'altération de ses propres principes économiques et monétaires. Je ne vois pas pour l'heure, et à moyenne échéance, je ne vois pas pour quelle raison l'Allemagne reviendrait sur ce choix de sanctuariser un certain nombre de mesures absolument structurantes de politique économique. Réponse de Piketty. On est au cœur du débat. Moi, sur cette question européenne, moi je suis convaincu que si la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce proposait à l'Allemagne un nouveau traité européen dans lequel on déciderait à la règle de la majorité, dans le cadre d'un Parlement de la zone euro, le niveau du déficit, le niveau de l'impôt sur les sociétés, eh bien ce serait très difficile à l'Allemagne de dire non. Et si l'Allemagne disait non, alors là, les questions de sortie de la zone euro que vous brandissez dans votre livre pourraient se poser. Et ce serait une question. Mais il faut commencer par mettre ça sur la table, parce que je pense que ce serait très difficile. À la fois, l'Allemagne aurait très peur, effectivement, d'être mise en minorité par la France, l'Italie, par l'Espagne, qui, sans doute, dans un Parlement de la zone euro de cette nature, aurait choisi moins d'austérité, et on aurait eu plus de croissance et moins de chômage. Et c'est encore possible pour l'avenir. Donc l'Allemagne serait très tentée de dire non. Sauf que vous ne pouvez pas dire non à tout. Et actuellement, c'est très facile de dire non parce qu'il n'y a rien sur la table. Et cette absence de proposition française, cette absence de proposition italienne, moi c'est ça. Donc dans votre livre, il y a deux propositions. Il y a sortie de la zone euro, et puis ensuite, vous le dites vous-même, pour vous démarquer de l'extrême droite, vous dites, moi je vais avoir une politique d'ouverture par rapport aux populations immigrées, de régularisation, d'ouverture à cette immigration. Votre deuxième proposition me convainc plus que la première. Je pense que le risque avec la première proposition, sans même donner une chance à une refondation démocratique de l'Europe, c'est qu'au pouvoir, après une sortie de la zone euro, ce ne sera pas de sympathiques progressistes comme Frédéric Lordon. Ce sera plutôt, mais ce sera plutôt la droite de la droite qui, dans le scénario d'une sortie, dans le scénario d'une course nationaliste, vous déchaînez des énergies nationalistes en Europe, mais vous faites un apprenti sorcier, vous vous rendez pas compte. Je pourrais vous retourner exactement le compliment, car moi je crois que c'est précisément d'abandonner le thème de la sortie de l'euro au Front National qui nous garantit que si jamais un jour les populations finissent par envoyer des ruades et tout cul par-dessus tête, alors là, oui, le Front National sera le seul à ramasser la mise, et la sortie de l'euro, si elle doit s'effectuer, s'effectuera dans les pires conditions. Je dois dire que mon anticipation d'ailleurs, c'est que le Front National parviendrait-il au pouvoir, qu'il ne ferait pas la sortie de l'euro. Mais on ne peut pas abandonner au Front National, thème après thème, sinon j'ai l'habitude de dire qu'on va se retrouver à poil dans un tonneau à bretelles. On leur abandonne la critique de la finance, on leur abandonne la sortie de l'euro, on leur abandonne la condition ouvrière, Marine Le Pen a même dit les mots lutte des classes, et alors on déserte de tous ces thèmes. Ce débat sur la sortie de l'euro, il est légitime. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent on n'a pas le droit d'en parler, c'est impossible, on est rentré, c'est impossible de sortir. Je pense que vous avez raison de le poser et vous avez le mérite dans votre livre de dire clairement, voilà, moi je veux revenir au franc, aux marques, avec un système d'ajustement sur les taux de change, mais je veux vraiment sortir. Je pense que le débat est légitime. Simplement, avant d'en arriver à cette extrémité, je pense qu'il faut
mettre sur la table une solution de refondation démocratique de l'Europe. Et si ces propositions sont effectivement refusées par l'Allemagne, par une majorité de pays, et s'il n'est pas possible de construire cette Europe-là, alors la question se posera différemment. Mais cette sortie unilatérale, sans même donner une chance à cette refondation démocratique, je ne la comprends pas. Alors, Mais il faut avoir on abandonne les dernières secondes à Guy Sormand. Oh, non, moi c'est simplement un vœu. Je voudrais qu'en France, nous ayons une approche non religieuse, non théologique des débats économiques. Parce que je crois que c'est le problème français, ça a toujours été le problème français. Nous sommes incapables de poser les problèmes économiques de manière réelle, concrète. On y introduit de l'éthique, de la morale, de la religion, etc. Et c'est ce qui pourrit le débat, Mais non, vous et pensez c'est ce qui explique la Vous stagnation. pensez que l'économie est une science, et ça, c'est un acte de foi théologique. Non. Là, Je pour le coup, je considère- suis d'accord avec Frédéric Lord. Je ne considère pas. Je considère que l'économie est une assesse. Il faut apprendre les faits. Si vous niez les faits, et Mais si non, vous, mais non, si monsieur vous- si Sormand, vous- les faits si n'ont vous- jamais parlé d'eux-mêmes. si vous les baignez- faits ne disent rien. Voilà, C'est l'empirisme le plus vulgaire qui C'est considère les- que les faits parlent d'eux-mêmes. Vous me faites Les penser- faits, vous- c'est quand vous ouvrez votre fenêtre, vous considérez que les faits disent que la Terre est plate et que le Soleil tourne autour. Non, non, vous me faites On penser. fait parler les faits vous me avec faites- un point de vue, avec un point de vue Écoutez. intellectuel, avec un point de vue théorique. Vous me faites penser à l'Église catholique avant Vatican II. Tout ça, c'est du latin. Vous maniez très très bien le latin, mais les Français n'ont plus envie d'entendre la messe en latin. Amen. Un dernier mot. Oui, moi, je ne crois Après pas que Amal. la science économique existe. Moi, je me vois plus comme chercheur en sciences sociales. Je pense que les processus économiques sont toujours indissociablement culturels, sociaux, politiques. Et les économistes qui prétendent disposer d'une science à part, je suis pas très convaincu. Désolé. Non, mais moi non plus. Enfin, tout mon effort est de réintroduire la culture, l'histoire dans les faits économiques. Là-dessus, on est totalement d'accord. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. On se retrouve la semaine prochaine. On se quitte avec Blik Bassi. Il est originaire du Cameroun et il nous chante One Love en langue bassa. Blik Bassi, c'est à vous. Johnny May, mon nom est blanc. Sonny Mele, Mediana Benton. One love. One love. Johnny May, mon nom est blanc. Sonny Mele, Mediana Benton. One love. One love. Remember one love. One love. Nem kemi munu kere makun. Nem kemi bo munu kere liba. It's on the love. One love. Remember it's on the love. One love. Man, it's on me every time and let me now. Man, you hate me every time and let me now. It's on the love. One love. Remember, it's on the love. One love. Don't get me peace and don't need love. It couldn't get on one, it couldn't need love, it gave our love. No, I'm loving. Remember, gave our love. One love. Johnny May, mon nom est blanc. Sonny Mele, Mediana Benton. One love. Nanole, Mbe, me gave my love. Sonny, Mbe, me never love. Sonny, Mbe, me gave my love. Never let me, never me beg my love. No, never love. So, oh, never love.
him gave our love. One love. One love. Him gave our love. Yeah, one love. Him gave our love. One love.